asking 911. Yes. My name's Wayne Milam, and my daughter, I just found her dead. How old's your daughter? 13 months. 13 months old? Okay, let me connect you with the ambulance service, okay? Ma'am, we're going to try CPR anyway, okay? Get her to the phone now. 51 minutes. 26 seconds. Get her. Wayne, get her, hurry. Are you there? Yes. Y'all stalling is not helping her at all. Go ahead. If he's not going to do it, you put the phone down and go get that baby and get her to the phone. She was beautiful. We wasn't walking yet, but she was beautiful. Her first words were daddy. C'était l'appel glaçant passé au 911 le 2 décembre 2008 depuis une petite caravane à Tatum, au Texas. La voix au bout du fil était celle de Blaine Milam, calme, presque trop calme, déclarant que sa fille de 13 mois venait de mourir. Mais ce que les secours ont découvert ce jour-là n'avait rien d'un accident tragique. Ils ont trouvé un bébé dont le minuscule corps était couvert de marques de morsures, dont les os étaient brisés. Une enfant dont la vie n'avait pas été arrachée en un instant, mais au terme de 30 heures de supplice inimaginable. Son nom était Amora Bain Carson. Elle n'a jamais appris à marcher. Elle a à peine eu le temps de prononcer ses premiers mots. Mais l'horreur qu'elle a subie hante encore une nation entière et révèle les défaillances catastrophiques d'un système censé la protéger. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a brisé le cœur du Texas. Une affaire si bouleversante que même les enquêteurs les plus aguerris en ont pleuré. Une affaire mêlant drogue, délire religieux et violence incontrôlée. Et au centre de tout cela, une petite fille sans défense, prisonnière d'un cauchemar qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Voici l'histoire d'Amora Carson. Elle s'appelait Amora Bain Carson. Née le 12 novembre 2007 au Longview Regional Medical Center au Texas. Un prénom qui signifie « amour » dans plusieurs langues. Et c'est exactement ce qu'elle dégageait, de l'amour. Elle n'avait que 13 mois, encore trop jeune pour marcher. Elle babillait encore comme le font les tout-petits lorsque le langage est encore un jeu. Son tout premier mot, prononcé avec fierté, fut « papa ». Ceux qui l'ont connue parlaient d'une magnifique petite fille avec de grands yeux bruns, des boucles douces et un rire capable d'illuminer une pièce. Elle pleurait rarement, souriait toujours, paisible même dans les bras d'inconnus. Elle adorait son ours en peluche, aimait qu'on lui chante des berceuses et semblait la plus heureuse du monde blottie contre sa mère. Aux yeux du monde, Amora incarnait l'innocence, propre, en bonne santé, choyée. Sa mère, Jessica Carson, âgée de seulement 17 ans, paraissait faire de son mieux. Elle s'habillait Amora avec soin, la nourrissait correctement, veillait à son sommeil. Rien ne laissait présager le danger. Mais les enfants comme Amora ne reçoivent pas toujours d'avertissement. Ils n'ont pas toujours droit à une seconde chance. Ils aiment sans savoir qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Amora n'a jamais eu le temps d'apprendre à quel point le monde peut être cruel, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Elle venait tout juste de fêter son premier anniversaire, 3 semaines avant la nuit où elle a quitté ce monde. Et pourtant, pendant le peu de temps qu'elle a passé ici, elle a aimé, et elle a été aimée. Mais parfois l'amour ne suffit pas. Pas quand ceux qui sont censés vous protéger deviennent les pires monstres. Pour comprendre comment une chose aussi atroce a pu arriver à une âme aussi pure, il faut plonger plus profondément dans le monde dans lequel Amora était née. Jessica Carson n'avait que 17 ans lorsqu'elle est devenue mère. Lycéenne au Texas, elle était encore en deuil de la perte soudaine de son père, qui s'était suicidé alors qu'elle n'avait que 11 ans. C'est elle qui l'avait trouvé. Ce moment, comme on peut l'imaginer, l'a marquée à jamais. Mais elle n'a jamais été aidée. Aucune thérapie, aucune intervention. Juste le silence et une enfant hantée qui a dû apprendre à vivre avec des fantômes. Dans les années qui ont suivi, Jessica a commencé à voir des choses, des esprits, des ombres,
des voix que personne d'autre n'entendait. Sa famille a balayé cela comme de simples imaginations d'adolescentes. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'était un signal d'alarme. L'esprit d'une jeune fille qui se fissurait lentement. Lorsque Amora est née, Jessica s'est entièrement consacrée à son rôle de mère. Ses amis disaient qu'elle était attentionnée, aimante. Mais peu à peu, l'isolement s'est installé. Et avec lui, la solitude. C'est alors que Blaine est entré dans sa vie. Blaine Keith Milam, 18 ans, a rencontré Jessica en ligne au début de l'année 2008. Leur connexion fut immédiate. En quelques mois, ils étaient inséparables. Aux yeux des autres, Blaine semblait gentil. Il jouait avec Amora, lui offrait des cadeaux, l'appelait sa petite fille. Mais Blaine cachait des chapitres sombres, ou plutôt, Jessica choisit de les ignorer. En 2007, il avait été arrêté pour un crime troublant impliquant une voisine de 11 ans. Il s'était introduit chez elle, avait laissé des messages explicites et volé ses sous-vêtements. Il fut condamné pour sollicitation criminelle d'un mineur et envoyé en prison. Pourtant, à cause de la surpopulation carcérale, Blaine purgua sa peine dans un programme de travail, puis disparut simplement du système. Quand il réapparut, il était fiancé à Jessica. Elle connaissait sa condamnation. Elle avait même assisté à l'audience, mais elle resta. Elle emménagea avec lui cet été-là, et presque aussitôt, les gens remarquèrent un changement. Jessica, autrefois soignée et pétillante, devint pâle et distante. Elle ne se lavait plus, ne souriait plus. Son amie la plus proche dira plus tard, ses yeux étaient vides, comme si quelque chose en elle était mort. Blaine avait pris le contrôle de tout. Il décidait à qui Jessica avait le droit de parler, où elle pouvait aller. Il lui prit son téléphone, ses mots de passe. L'isola de sa famille, de ses amis. À l'automne, elle ne quittait presque plus la caravane où il vivait. Puis survint une tragique aubaine. Jessica fêta ses 18 ans et reçut 25 000 $ issus d'un fonds créé après la mort de son père. Avec cet argent, le couple s'installa dans une caravane appartenant à la mère de Blaine, à Tatum, au Texas. Un nouveau foyer, mais aucun renouveau. Leur chute s'accélérait, alimentée par le deuil, la méthamphétamine et l'obsession de Blaine pour la mort et le surnaturel. Il croyait pouvoir parler aux morts. Jessica le croyait. Ensemble, ils ouvrirent un Ouija. Et à partir de ce moment-là, la réalité s'effondra. Ce qui s'ensuivit n'avait plus rien d'une histoire d'amour. C'était un délire, une spirale vers l'horreur. Tout a commencé par une hallucination et s'est terminé par l'un des crimes les plus horribles que le Texas ait jamais connus. À la fin du mois de novembre 2008, Blaine Milam était convaincu d'être un prophète. Il affirmait que Dieu lui parlait directement. Il croyait aux démons et disait que l'un d'eux avait possédé Amora. Jessica, déjà mentalement instable, ne remit rien en question. Après une séance de Ouija où elle fut persuadée que sa propre mère avait tué son père, Jessica plongea dans la paranoïa. Elle croyait que des esprits encerclaient leur caravane et que son bébé n'était plus, simplement un bébé. Le 1er décembre, Blaine annonça à Jessica qu'il avait reçu une révélation. Amora était possédée. Il disait l'avoir vue marcher et courir à une vitesse inhumaine, alors qu'elle n'avait que 13 mois et ne savait même pas encore marcher seule. La réponse de Jessica fut glaçante. On ne pourrait pas faire un exorcisme pour s'en débarrasser? Cette question allait déclencher 30 heures de souffrance indescriptible. Jessica alluma la télévision et attendit. Blaine emmena Amora dans la pièce du fond. Il verrouilla la porte. Et il n'en ressortit pas avant longtemps. À partir de cet instant, la caravane devint une chambre de torture. Des cris ont résonné dans toute la maison. Des cris que Jessica a entendus. Mais elle n'a rien fait. Pire encore, quand Blaine ressortit, épuisé, Jessica l'encouragea à continuer. Blaine affirmait que la petite le mordait, se frappait elle-même avec un marteau, courait comme une possédée. Il montra même à Jessica une photo du visage tuméfié d'Amora
prétendant que c'était la preuve d'une possession démoniaque. Mais la réalité dépassait tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Lorsque les légistes examinèrent le corps d'Amora, ils découvrirent 24 marques de morsures, du visage jusqu'aux orteils, plusieurs fractures du crâne, éclatées comme un puzzle, des fractures en spirale aux bras et aux jambes, causées par des torsions, 18 côtes cassées, un sternum écrasé, le foie lacéré, la langue endommagée, des signes d'étranglement, et le plus dévastateur, un traumatisme sexuel si extrême que son anatomie était irrémédiablement détruite. Le médecin légiste déclara plus tard « choquant, c'est le seul mot qui me vient ». Amora a survécu à une grande partie de cette torture. Chacune de ses blessures aurait pu être fatale à elle seule, mais ils ont continué. Le matin du 2 décembre, Blaine déclara qu'il ne pouvait plus continuer. Jessica et lui partirent en voiture pour vendre des outils dans un magasin de prêt sur gage, espérant récolter assez d'argent pour payer un Verstecet, un vrai exorciste. Ils laissèrent Amora, ensanglantée et mourante, dans son siège auto. Les caméras de surveillance les montrèrent en train de rire, parlant avec désinvolture. L'argent obtenu suffisait à peine pour acheter un paquet de cigarettes. Ils rentrèrent chez eux. Amora mourut peu après. Mais même à ce moment-là, la cruauté ne s'arrêta pas. Son petit corps fut caché sous le plancher de la salle de bain. L'appel au 911 fut retardé de plusieurs heures. Quand les secours arrivèrent enfin, ils furent figés de stupeur. Le corps d'Amora était déjà en rigor mortis. Son visage n'était plus qu'un énorme hématome. Son corps, couvert d'empreintes circulaires, identifiées plus tard comme des morsures humaines. L'horreur était désormais publique. Mais une question demeurait. Que ferait la justice? Lorsque le sergent Kevin Roy pénétra dans la caravane le matin du 2 décembre 2008, il s'arrêta net sur le pas de la porte. Les secouristes restaient figés. Personne n'osait toucher le corps. Là, sur le sol de la chambre, gisait Amora Carson, inerte, brisée. Sa peau était marbrée d'ecchymoses et de morsures. Ses yeux étaient fermés à jamais. Les officiers avaient déjà vu la mort, mais jamais de cette façon. Puis vinrent Blaine et Jessica, agenouillés près du corps, faisant semblant de pleurer. Lorsqu'il fut interrogé, Blaine se montra anormalement calme. Il affirma qu'ils étaient partis rencontrer un certain Clark pour nettoyer un terrain et qu'en rentrant, ils avaient retrouvé Amora morte dans un trou sous le plancher de la salle de bain. Mais son récit ne tenait pas debout. Le Texas Ranger, Kenny Ray, s'assit avec Blaine et écouta attentivement. L'histoire changea en plein milieu de phrase. D'abord, Blaine déclara qu'Amora respirait, puis qu'elle ne respirait plus. Ensuite, il dit que Jessica avait appelé le 911 avant qu'il ne la trouve. Puis après, les contradictions s'accumulaient. Et Jessica? Elle raconta une version totalement différente. Au début, elle pleura. Mais très vite, sa voix devint froide. Elle se mit à parler d'Amora comme de « ce bébé ». Elle évoqua des possessions, un exorcisme. Elle admit même avoir mis des somnifères écrasés dans le biberon d'Amora. Les enquêteurs étaient horrifiés, non seulement par les faits, mais aussi par le détachement glacial dans la voix de Jessica. Les preuves étaient accablantes. Les caméras de sécurité montraient le couple en train de vendre des outils pendant qu'Amora agonisait dans la voiture. Des analyses ADN confirmaient la présence du sang d'Amora sur plusieurs objets de la caravane. Une clé à molette cachée fut retrouvée sous la maison, recouverte de lubrifiant, confirmant les pires soupçons. Des odontologistes légistes établirent que 8 marques de morsures provenaient directement de Blaine. Mais le coup de grâce vint de Blaine lui-même. En janvier 2009, une infirmière de la prison rapporta que Blaine l'avait appelé, en pleurs. « C'est moi qui l'ai fait », dit-il. « Mais Miss Shirley,
le Blaine que vous connaissez n'aurait jamais fait ça. Mon père m'a dit qu'un homme devait être fort. Il lui demanda de dire à Jessica qu'il l'aimait. Cette confession allait sceller son destin. Blaine Milam fut inculpé pour meurtre avec circonstances aggravantes. En raison de l'intérêt médiatique massif, le procès fut déplacé dans le comté de Montgomery afin de garantir un jugement équitable. L'accusation présenta les preuves de manière glaçante, photographies, témoignages, ADN, morsures et les propres paroles de Blaine. Sa défense plaida une déficience intellectuelle, avançant un QI d'environ 70, un comportement enfantin et une obsession pour les dessins animés. Mais le jury resta inflexible. Le 17 mai 2010, Blaine Milam fut reconnu coupable de meurtre qualifié. 10 jours plus tard, il fut condamné à la peine de mort. Il avait tout juste 20 ans. Le procès de Jessica eut lieu l'année suivante. Les procureurs soutinrent que bien que Blaine ait porté les coups mortels, Jessica l'avait aidé et encouragé, qu'elle avait entendu les hurlements, qu'elle avait donné les somnifères, qu'elle avait choisi de ne pas l'arrêter. Sa défense plaida la violence conjugale, le traumatisme, la manipulation. On déclara que Blaine l'avait endoctrinée, qu'elle était une victime, elle aussi. Mais le jury vit les choses autrement. Le 13 avril 2011, Jessica Carson fut reconnue coupable de meurtre qualifié et condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La justice avait rendu son verdict. Mais le public, lui, n'en avait pas fini de parler. Le procès de Blaine Milam et Jessica Carson provoqua une onde de choc à travers tout le Texas, et bien au-delà. La couverture médiatique fut incessante. En première page, la photo d'Amora, les yeux vifs d'un bébé, devenu symbole d'une innocence volée de la manière la plus brutale qui soit. Les journalistes peinaient à décrire les faits sans laisser transparaître leur émotion. Partout dans l'État, une même question revenait sans cesse. Comment cela a-t-il pu arriver? Sur les réseaux sociaux, la colère éclata. Des milliers de personnes signèrent des pétitions réclamant des peines plus sévères pour les auteurs de maltraitance infantile. D'autres demandèrent une réforme du système de probation et de libération sous condition. Celui-là même qui avait permis à Blaine de disparaître sans être inquiété, malgré son casier judiciaire et une injonction l'interdisant d'approcher des enfants. Lors de veillées organisées dans de nombreuses petites villes du Texas, des inconnus se rassemblèrent pour pleurer une enfant qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Des peluches et des lettres manuscrites s'accumulaient au pied des arbres. Des bougies brillaient à la mémoire d'une petite fille qui n'avait même pas eu le temps d'apprendre à faire des phrases complètes. L'un des témoignages les plus bouleversants vint du père biologique d'Amora, Arlond Mutina. Il servait dans l'armée à l'étranger quand sa fille est morte. Il n'a jamais pu l'entendre dire « Papa ». Il est revenu pour l'enterrer. Le système judiciaire, bien que rapide dans ce dossier, ne fut pas épargné par les critiques. Beaucoup posèrent des questions dérangeantes. Pourquoi l'État n'avait-il pas suivi Blaine après son abandon du programme de travail surveillé? Pourquoi personne n'était intervenu lorsque Jessica montrait des signes évidents de détresse mentale? Comment tant de signaux d'alerte avaient-ils pu passer inaperçus? En 2019, l'affaire revint sur le devant de la scène lorsqu'on apprit que Blaine Milam s'était trouvé une correspondante, une infirmière britannique qui défendait sa décision de lui écrire malgré la gravité de ses actes. Cette révélation raviva des blessures anciennes. Elle rappela à tous à quel point le mal peut parfois se déguiser en incompris. Pendant ce temps, des militants et des associations de protection de l'enfance utilisèrent le nom d'Amora comme un cri de ralliement. La phrase « Justice pour Amora » apparut sur des banderoles, des t-shirts, des sites Internet. Des campagnes éducatives mirent en garde contre les dangers des maladies mentales non traitées, des dérives spirituelles et des violences conjugales. Un groupe, fondé par des survivants de maltraitance,
fit pression pour rendre obligatoires les contrôles sociaux lorsque des enfants vivent avec des délinquants sexuels connus. Ils citèrent l'histoire d'Amora comme preuve que les dispositifs actuels sont insuffisants. Mais peut-être que le message le plus fort ne vint ni des avocats ni des journalistes, mais de ces citoyens ordinaires qui n'ont cessé de poser la même question. Pourquoi personne n'a-t-il parlé plus tôt? Car parfois, il suffit d'une seule voix pour changer un destin. Mais cette voix n'est jamais venue. Et maintenant, Amora n'est plus là. Et vous, que feriez-vous? Si un enfant autour de vous devenait soudainement renfermé, si une mère que vous connaissiez cessait de sourire, cessait de se laver, cessait de demander de l'aide, si un bébé que vous aviez croisé un jour au parc disparaissait simplement, le remarqueriez-vous? Poseriez-vous des questions? Prendriez-vous la parole? Car l'histoire d'Amora Bain Carson n'est pas seulement un crime, c'est un appel à la vigilance, à la compassion, à l'intervention. Amora n'a vécu que 13 mois. Elle n'a jamais su former de phrases complètes, n'a jamais fêté son premier Noël, n'a jamais appris à marcher. Elle est morte sans comprendre pourquoi. Et pourtant, l'écho de sa disparition continue de résonner. Aujourd'hui, Blaine Milam est toujours dans le couloir de la mort. Son exécution a été reportée plusieurs fois, tandis que les débats juridiques sur les morsures et le handicap mental se poursuivent. Il a maintenant 35 ans, dont près de la moitié, passé à attendre la mort. Jessica Carson, aujourd'hui âgée de 33 ans, purge une peine de prison à vie sans libération possible au sein de l'unité de Crane, à Gatesville, Texas, une prison connue pour accueillir les criminels les plus violentes de l'État. Mais la justice, aussi ferme soit-elle, ne répond pas aux questions les plus troublantes. Pourquoi personne ne les a arrêtés? Comment tous les filets de sécurité ont-ils pu échouer? La tombe d'Amora repose au cimetière de Rosewood Park, marquée d'une plaque en forme de cœur portant seulement 2 dates, 12 novembre 2007, 2 décembre 2008. Un peu plus d'1 an. C'est tout ce qu'elle a eu. Mais son histoire ne doit jamais être oubliée. Si une seule personne, rien qu'une, avait signalé les signes, frappé à la porte, décroché le téléphone, Amora serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Alors je vous laisse avec ceci. Si vous soupçonnez quelque chose, dites-le. Si vous voyez des signes de maltraitance, d'isolement, de comportement étrange, n'attendez pas. Une seule voix peut sauver une vie. Que l'histoire d'Amora soit cette voix. Une voix qui traverse le temps. Merci d'avoir regardé cet épisode de Crime Line. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car la vérité doit être dite. Et le silence ne doit jamais être une option lorsqu'un enfant est en danger. On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer à parler au nom de ceux qui ne le peuvent plus.